Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Je vais vous demander, en arrivant dans cette conférence, de bien couper vos micros. Je vais garder avec moi à l'écran Anaïg Abjan, Pierre-Yves Verkint et Sylvain Puteaux, que je vais présenter assez rapidement juste après et que je vais laisser aussi se représenter. Et on va entamer 1h30 à peu près de conférence en visioconférence. On aurait préféré tenir cet événement en présentiel, mais tant pour des questions de grève que pour des questions d'accessibilité aussi à cette visioconférence. On a finalement fait le choix de la basculer en visioconférence. Donc, j'espère que c'était quand même accessible à vous tous et que vous vous y retrouvez à la fin. Mais en tout cas, on va essayer de garder le principe de l'échange et que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez pendant l'ensemble de cette soirée. Pour rappel, pour poser des questions, c'est très simple. Vous pouvez même faire des remarques, pas que poser des questions. C'est aussi l'occasion qu'on puisse rebondir sur ces remarques via le chat. Donc, c'est pas très difficile. C'est sur votre écran, il y a une sorte de petite bulle tout au long de cet échange. Et moi, je vais essayer d'y être attentive et donc aussi de pouvoir relayer au fur et à mesure des remarques et des questions qui remontent, ce que vous faites remonter pour les intégrer directement dans les questions et dans l'animation que je vais proposer de cette soirée. Donc, elles ne tomberont pas dans l'oreille d'une sourde. Au contraire, je vais essayer de leur donner toute la place. Donc, n'hésitez pas, n'attendez pas la dernière demi-heure pour dégainer toutes vos pertinentes réflexions, mais au contraire, donnez-les-nous au fur et à mesure. Ça irriguera l'échange et je suis sûre que nous serons ravis, en tout cas, de bien intégrer ça dans les éléments qui seront présentés. Je m'appelle Marthe Corpet. J'anime cette conférence au nom de l'Association des lecteurs d'alternatives économiques, qui est partenaire de la collection de l'ouvrage dont nous allons parler. Et cette conférence s'articule vraiment autour d'un ouvrage qui est sorti il y a quelques mois maintenant, mais qui reste très, très d'actualité puisqu'il est sorti fin 2022, qui s'appelle Repenser l'emploi avec les territoires zéro chômeur de longue durée, petit ouvrage Orange, d'une collection des petits matins en partenariat avec les éditions Carmonde. Et c'est, je crois, Camille, tu n'hésiteras pas à me corriger, mais le 8e opus de cette édition. Et le prochain, qui sortira dans les prochaines semaines, sera autour de Robert Boyer sur les questions de l'économie sociale. Donc, c'est vraiment une collection qui vient traiter d'un certain nombre de sujets d'actualité économique qui lie toujours les enjeux de transition écologique, de sociale au sein des territoires et plusieurs ouvrages sont sortis. Donc là, on va revenir sur celui-ci. On a la chance d'avoir dans les intervenants Anaïg Abjan, qui est co-autrice de cet ouvrage. Anaïg, je te laisserai te présenter rapidement tout à l'heure. En tout cas, merci d'être présente. Et puis, pour discuter avec Anaïg, on a deux personnes, Pierre-Yves Verkint, qui est professeur émérite de l'Université de Paris 1, professeur en droit social, Sylvain Puteaux, qui est conseiller municipal, si je ne me trompe pas, de la ville de Melle, qui a monté une expérience TZ dans son territoire, qui est aussi administrateur de l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée, qui est le nom d'une association en tant que telle, et donc qui pourra aussi nous faire des retours assez terrain pour discuter dans cet ensemble. Voilà un petit peu le cadre de départ et on va commencer directement avec vous, Anaïg, sur un peu, voilà, il y a beaucoup de littérature autour de Territoire Zéro Chômeur de longue durée. C'est un dispositif qu'on commence à connaître parce qu'il est beaucoup regardé, beaucoup observé. C'est l'avantage d'une expérimentation qui commence à se déployer, c'est qu'il a été fait beaucoup en lien avec la recherche. Quel a été l'apport, en tout cas, qu'est-ce que vous avez essayé de chercher à démontrer dans ce livre? Voilà, quelle méthodologie, qu'est-ce que vous avez voulu porter via cet ouvrage que vous avez coécrit avec Jean-Christophe Sarraut, qui je crois était dans les inscrits, donc doit être par là. Mais c'est bien à vous que revient la tâche de présenter ce livre. Bonjour à tous, est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Ok, super. Eh ben, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors, nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites autour de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur, des livres, des articles. Et voilà, c'est bon signe. Ça veut dire que ça pose des questions, que ça intéresse des gens, que ça vient percuter aussi des choses. Voilà, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai que nous, avec Jean-Christophe et puis d'autres,
on a été engagé, moi, personnellement, sur un territoire à Villeurbanne, à côté de Lyon. Et puis, voilà, j'ai rencontré aussi d'autres territoires, évidemment, parmi les 10 premiers. Et Jean-Christophe, ben, pareil, il a un peu bourlingué entre les premiers territoires, entre les candidats pour la deuxième vague. Voilà, on est aussi membre du mouvement ATD Quart Monde tous les deux. Et c'est vrai que du coup, ce que nous, on est vraiment parti d'un constat partagé de dire, mais finalement, territoire zéro chômeur, ça nous apprend des choses, évidemment sur la question de la privation d'emploi. Mais nous, on sent que ça nous apprend aussi des choses sur la question du travail et de l'emploi, bien au-delà de la simple, qui n'est pas du tout simple, hein, mais de la seule question de la privation d'emploi. Et donc, voilà, on n'est pas chercheur, ni l'un ni l'autre. Et donc, en fait, on a fait un choix de faire ce qu'on sait faire. C'est-à-dire que d'abord, on est parti de l'expérience vécue par les gens sur les territoires, et notamment de l'expérience des personnes privées d'emploi. Et puis après, on a essayé de croiser cette connaissance-là de l'expérience avec d'autres formes de connaissances. Et du coup, on a essayé dans le livre aussi de se référer à plein d'autres choses que d'autres ont écrit, que ce soit des chercheurs, des universitaires, dans des disciplines très différentes. On n'a pas du tout la prétention d'être exhaustif, hein, évidemment, ce n'est pas une revue de l'art, hein, attention. C'est un petit livre très facile à lire, ce n'est pas une encyclopédie sur territoire zéro chômeur. Mais voilà, c'était un peu ça l'idée de se dire qu'est-ce qu'on apprend de l'expérience de ceux qui traversent territoire zéro chômeur, et puis comment ça rentre en dialogue, en résonance avec d'autres formes de connaissances. Voilà, ce livre, c'est aussi, c'est important aussi pour, enfin moi je trouve de dire ça en introduction de ce soir, c'est-à-dire que pour moi ce livre c'est aussi un point d'étape. On est encore en train d'apprendre. On a publié en octobre, depuis octobre on a encore appris des trucs parce que sur les territoires les choses se vivent. Voilà, et ensuite, ce livre, il est aussi là, en tout cas, c'est ce qui nous semble avec Jean-Christophe, aussi pour dire qu'il y a des questions qui sont encore là. C'est pas du tout ni une ode au projet Territoire zéro chômeur, ni non plus des réponses définitives, parce qu'il y a des questions qui sont en suspens, et nous, on assume qu'elles sont en suspens parce que c'est ça aussi une expérimentation. Sinon, ça ne servirait plus à rien d'expérimenter si on avait toutes les réponses en 2022, alors qu'on a encore plein de territoires qui sont habilités aujourd'hui. Voilà. Parfait. Et je pense que moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans la lecture de ce livre, c'est justement à la fois la capacité d'abstraction et de formuler de la pensée, donc qui vient structurer un petit peu, et autour de donner la parole à des niveaux assez différents, tant des acteurs bénéficiant directement d'une expérimentation que d'enseignants-chercheurs, que de personnes issues plutôt liées aux politiques publiques. Donc voilà, c'était assez intéressant de voir dialoguer, peut-être des fois artificiellement, parce que ces personnes-là ne se rencontrent pas toujours, par dialoguer toutes ces parties prenantes des expérimentations. Peut-être un des premiers sujets, on va commencer à rentrer un peu dans le fond du livre. Alors évidemment, en 1h30, on ne va pas vous décrypter tout ce qu'il y a dedans, ni même tout ce que TZ peut apporter. On va essayer de tirer quelques ficelles, quelques intuitions. Moi, la première chose qui m'a beaucoup marquée, c'est la théorisation autour de l'enjeu du commun, tant du fait de l'accès aux droits communs que l'emploi en tant que commun. Peut-être pour commencer avec vous, Pierre Berkin, comment est-ce que vous pensez que l'emploi peut permettre vraiment d'accéder aux droits communs? Qu'est-ce qui est porté par TZ derrière ça? Qu'est-ce qui vous paraît intéressant aujourd'hui de noter? Et est-ce qu'on peut vraiment utiliser l'emploi pour aller vers le droit commun? Quelles sont les limites finalement de cette avancée-là, enfin de ce point? Oui, merci à vous. Bon, écoutez, là, je suis, c'est vrai que vous avez rappelé tout à l'heure que j'étais professeur émérite à Paris 1, à la Sorbonne, donc je suis juriste de métier, on va dire ça comme ça. Et puis par ailleurs, je crois que c'est important que vous le sachiez,
Je suis aussi, j'appartiens à l'équipe projet d'un territoire émergent à Fivelines. Donc là, on attend dans quelques jours, sans doute, la réponse à notre demande d'habilitation, de certification par rapport à notre démarrage. Voilà. Donc, je vous le signale. Alors, en fait, ce qui m'a particulièrement intéressé, et je vais partir de là quand même, parce que le mot a été prononcé à plusieurs reprises par Anaïg, ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'expérimentation, c'est que on partait du réel. Alors, on part doublement du réel dans l'expérimentation, c'est-à-dire que, et là c'est le juriste qui parle, on n'a pas commencé par une loi, on a commencé par des terrains. Les choses se sont faites, expérimentées, et on imagine bien ce que ça peut signifier d'expérimenter une démarche telle que ce qui deviendra un territoire zéro chômeur, alors qu'on n'en a pas tous les outils. Donc il y a une sorte d'aventure là, je crois, et quand on lit les premiers ouvrages qui ont pu être publiés autour du territoire zéro chômeur, eh bien, on le sent très bien, c'est-à-dire voilà. Et ça, c'est très intéressant quand même, c'est-à-dire que le réel a précédé la loi. Et je vous dis, je le dis d'autant plus facilement que je suis juriste, mais je suis intimement persuadé que dans l'émergence de lois, dans la fabrication de lois, si on ne prend pas le temps d'aller voir dans le réel et d'expérimenter le réel, on a toutes les chances de se planter. Et puis ensuite, il y a une deuxième dimension de l'expérience, c'est que dans la pratique maintenant de territoire zéro chômeur, en tout cas ce que je peux en connaître, par mes lectures, par mes conversations, par les rencontres, là aussi on part du réel. Et ce réel, il a deux parties, j'ai presque envie de dire. La réalité de la vie des personnes durablement privées d'emploi, première chose, et la réalité des territoires dans lesquels ils vivent ou ils ont leurs attaches. Et je crois que ça, c'est quand même une immense garantie, et ça m'amène maintenant à évoquer, répondre un peu plus précisément à votre question, qu'est-ce que ça veut dire droit commun? Alors, là, le juriste que je suis, en plus spécialisé en droit social, me fait dire qu'on a, depuis maintenant 40 ans, la mise en place d'une multitude de dispositifs, dont certains ont bien marché, d'autres ont montré très vite leurs limites, mais qui ont beaucoup changé. Alors, que ce soit la façon dont on les appelle, activation des politiques d'emploi, etc., activation des dépenses chômage, sous d'autres périodes. Bref, on a déjà toute cette expérience-là, et tout ça s'est fait en marge, plus ou moins en marge du droit du travail. Et moi, il me semble qu'il y a de particulièrement important dans l'expérimentation de territoire zéro chômeur, c'est le fait que les personnes durablement privées d'emploi rentrent dans un emploi de droit commun. Et ce faisant, ça c'est l'importance du droit, ils sont véritablement reconnus officiellement par la norme de droit comme étant des travailleurs. Et ça, je pense que ce n'est pas anodin si on réfléchit si on essaie de se projeter dans un système un tant soit peu rénové de relations sociales. Donc ça, c'est le droit commun auquel je pense, c'est le droit commun du travail. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que derrière ce droit commun-là, le droit de tous les travailleurs, dont on sait qu'il n'est pas toujours d'une application facile, évidente et consensuelle, évidemment, mais que à cela s'ajoute ou s'attache, plus exactement, une multitude d'autres droits qui sont le droit à la santé, le droit au logement, le droit à l'éducation, pour ne prendre que ces trois-là qui sont très, très emblématiques, mais je pourrais ajouter le droit à une protection sociale, etc., etc. Et vous voyez que, au fond, moi, je vois dans le droit commun tel qu'il s'applique aujourd'hui avec les adaptations qui sont nécessaires, je vois
un élément de pleine reconnaissance de la qualité de citoyen dépositaire, bénéficiaire de droits. Je parle bien de bénéficiaire de droits. Alors évidemment, le juriste aussi que je suis, j'en termine par là pour l'instant, après on discutera si vous voulez, mais il est un peu alerté sur le discours relatif au droit à l'emploi. Alors, de fait, on est obligé de dire que bon, il y a un fondement constitutionnel, quand même le préambule de la Constitution, excusez du peu, qui dit chacun a le droit de travailler et le droit d'obtenir un emploi, le droit d'obtenir un emploi. Mais comment dire, la doctrine habituelle en la matière tend à dire que ce droit à l'emploi n'est pas un droit individuel, n'est pas un droit subjectif à l'emploi, mais c'est le droit d'être accompagné dans la démarche vers l'emploi. Pas tout à fait la même chose. Et d'une certaine façon, il me semble que le fait qu'on soit en présence d'une expérience directement liée à un territoire donne une consistance à ce droit à l'emploi-là et montre que le droit à l'emploi, c'est quand même un peu plus que le droit de demander à l'État de nous accompagner vers l'emploi. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus dans l'expérimentation. Et je ne sais pas si j'ai bien lu le livre Repenser l'emploi, mais c'est quand même ça que je sens derrière. C'est, OK, on peut toujours avoir des grandes déclarations de principe sur le droit à l'emploi, ça ne mange pas de pain, mais tant qu'on ne va pas mettre les mains dans le cambouis, excusez-moi de le dire comme ça, et tant qu'on n'essaie pas des choses avec les travailleurs, je dis travailleurs, c'est-à-dire les personnes durablement privées d'emploi, que j'affirme, enfin, dont je suis convaincu qu'ils sont à proprement parler des travailleurs, pas reconnus ou insuffisamment reconnus, mais des travailleurs quand même, eh bien, que l'expérimentation-là donne une certaine force, renforce un principe constitutionnel. Et alors, là, c'est un clin d'œil que je trouve, quand on y réfléchit un peu, absolument fascinant, c'est que ce sont des personnes les plus éloignées de l'emploi et les plus rejetées, on va dire comme elles sont, qui nous apprennent quelque chose sur notre propre constitution. C'est quand même intéressant si on le constate comme ça. Voilà. Bon, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, mais ça, je trouve, rien que d'un point de vue politique, là pour le coup, je trouve que ça a du sens. Alors, on va venir dans le concret après, hein, mais voilà, moi, je tenais à dire ça au départ. Merci beaucoup. D'ailleurs, pour rentrer un peu dans le concret, peut-être aussi permettre à ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas bien le dispositif, ce que c'est vraiment Territoire Zéro Chômeur. Sylvain Puteaux, comment est-ce que concrètement, donc à qui s'adresse Territoire Zéro Chômeur dans votre commune de Melle, si je ne me trompe pas, et comment est-ce que vous avez vu cette question de l'accès à l'emploi, du droit à l'emploi, de l'accès au droit commun par l'initiative Territoire Zéro Chômeur, et peut-être vous pouvez aussi donner quelques éléments de compréhension sur comment est-ce que, à qui ça s'adresse et comment ça marche concrètement. Alors, bonjour à tous, moi je suis donc Sylvain Puteaux, je suis administrateur de l'Association nationale Territoire Zéro Chômeur et je suis aussi élu en charge du dossier sur la ville de Melle, donc en Deux-Sèvres. Moi je vais rebondir sur ce qu'a dit Pierre-Yves avant nous. D'abord, c'est une aventure. Et le mot, il a plein de sens. C'est une aventure et pour être concret par rapport à votre question, Marthe, pour nous, je vais vous raconter un peu ce qu'on a fait parce que c'est du concret, ça. C'est un projet de l'équipe municipale. Ça, pour moi, l'expérimentation, elle peut marcher que si elle est portée par la collectivité qui propose d'être éligible à l'expérimentation. Alors après, comment ça marche? C'est ouvert c'est donc une volonté politique. Alors la première des choses, c'est de faire le consensus, c'est de rassembler toutes les personnes qui s'intéressent à l'emploi et à la recherche d'emploi sur le territoire. Alors
d'un territoire à l'autre, c'est très vaste et très, très varié. Bien sûr, il y a les institutionnels, mais il n'y a pas que les institutionnels. Il y a le monde de l'entreprise, il y a il y a des associations caritatives, il y a enfin, plein de partenaires. Et c'est déjà les mettre autour de la table et de les convaincre qu'on va tenter l'aventure. Et j'insiste sur le terme aventure. Ensuite, l'avantage, comme a dit Pierre-Yves, c'est on part du réel. Hein, c'est pas un dispositif territoire zéro chômeur. Hein, on tient vraiment au niveau de TZ, on tient à dire ça, ce message-là. C'est pas un dispositif parmi d'autres. C'est une vraie expérimentation. C'est un vrai. C'est pas quelque chose qui vient en plus un nouveau dispositif qui vient se coller à une politique de l'emploi, ainsi de suite. C'est pas ça du tout. Alors après, comment ça marche? Eh bien, la première des choses, c'est de rencontrer. Faut aller avec nos partenaires. Faut faire un point avec les partenaires déjà qui existent institutionnels, qui connaissent le monde, je dirais, des personnes privées d'emploi du travail, répertoriées, etc. Et puis après, on sait qu'il y en a plein d'autres. Il faut aller les rencontrer. Il faut faire des informations collectives pour parler de l'expérimentation, qu'on va essayer de la porter sur la commune ou sur le territoire choisi. Et là, on rencontre des gens qui sont tous différents, qui ont tous une histoire de vie différente, et il faut les recevoir collectivement, puis individuellement, leur proposer l'expérimentation, sachant que pour pouvoir être éligible à l'expérimentation, il faut être privé d'emploi depuis 12 mois. Alors après, on parlera de ce que c'est la privation d'emploi. Et surtout, le plus difficile à voir, parce que privé d'emploi, on arrive à savoir, il y a des statistiques, il y a quand même il y a plein de paramètres qui disent qu'on peut être privé d'emploi depuis 12 mois. Le plus difficile, parce que ça n'existe pas, il n'y a aucun registre là-dessus, c'est habiter sur le territoire depuis plus de 6 mois. Et ça, c'est un écueil, parce que la vérification, pour savoir que ces personnes sont éligibles depuis plus de 6 mois, eh ben, il n'y a pas de... Dans les mairies, on n'a pas... Certes, on connaît un peu la population, mais ça ne suffit pas. Enfin, il y a des... Ça, c'est un vrai écueil, et c'est une des choses les plus difficiles à prouver. Après, une fois qu'on les a rencontrés, il faut faire le point avec eux individuellement sur qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre. À partir de là, on a un panel de choses, on fait des réunions, on les voit tout le temps, et puis on essaye de voir si on va pouvoir créer quelque chose à partir aussi des besoins du territoire. Qu'est-ce que les entreprises locales ont besoin, qui pourraient servir, et des services qu'ils ne peuvent pas assumer. Et puis petit à petit, on en arrive à former un groupe de personnes qui travaillent, les PPNE, ils travaillent bénévolement, ils se forment bénévolement avant de rentrer dans l'expérimentation. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on arrive à les garder avec nous, sachant qu'au départ, on monte un projet purement théorique. C'est-à-dire on arrive à les faire rêver, réintégrer, se resociabiliser sur un travail qui est théorique au départ. Parce que tant qu'on n'a pas l'habilitation, tant qu'on ne sait pas, eh ben on travaille. Et ils se mobilisent, nous on les voit tous les 15 jours, hein. On les réunit tous les 15 jours. Plus maintenant, on a avancé puisqu'on a le local, on a tout. Enfin, on est en marche. Hein. Mais pendant 2 ans, on les a mobilisés pendant 2 ans pour réussir à quelque chose. Et ils vont avoir leur contrat dans le mois et demi qui arrive, quoi, je veux dire. Donc ça devient concret. On a pris des risques, nous aussi, en tant que municipalité, c'est-à-dire qu'on a acheté un local pour ça. Hein, on a acheté un local. On a embauché le directeur sur les fonds on a créé une association et puis on a embauché le directeur depuis le mois d'octobre. Hein, et sur les fonds de la collectivité, etc. Donc c'est un vrai, ça marche comme ça, quoi.
Peut-être pour expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, donc il y a un peu deux phases, si je résume, je ne suis pas une experte, mais il y a un peu deux phases dans les expérimentations, puis Anaïs, vous n'hésitez pas non plus. Il y a une première phase que Sylvain vient très bien de décrire, qui est un peu de mettre tous les acteurs autour de la table pour candidater, faire en sorte que le territoire puisse accueillir cette expérimentation. Et dans une seconde phase, il y a la mise en œuvre concrète de l'expérimentation, qui est donc là se fait avec les chômeurs de longue durée, mais en fait qui intervient, les chômeurs de longue durée sont associés très tôt au projet, c'est ce que vous expliquez. En réalité, Amel, ça fait partie des gens qui ont été mis autour de la table dès le début. Donc voilà un peu les deux phases. Et pour rappeler quelques éléments un peu de base pour tout le monde, puis après, Sylvain, je vais vous redemander comment, voilà, concrètement, à qui s'adresse chez vous, Amel, des exemples un peu de qui est concerné et comment ça les a aidés, puisque vous en êtes à cette phase où vous allez commencer vraiment à mettre ça en œuvre. Que vous ayez tous en tête, voilà, on parle de gens qui sont éloignés de l'emploi depuis longtemps, qui sont souvent assez isolés, à qui il n'y a pas tellement de solutions d'emploi, en tout cas de manière évidente, et souvent qui sont en échec dans les politiques sociales telles qu'elles ont été identifiées. Donc Pôle emploi a du mal à leur trouver des débouchés, par exemple. Ça fait un bout de temps qu'ils sont dans une situation où ils n'ont pas réussi à récupérer de l'emploi. Et le but de toute cette expérimentation est de construire une nouvelle façon de les intégrer via le travail, évidemment, mais une nouvelle façon de penser des entreprises qui vont les accueillir, qui sont les EBE, et qui sont les entreprises à but d'emploi. Et on va le voir, qui change complètement le paradigme de l'entreprise qui accueille des salariés en réinsertion, ou en tout cas en insertion, par le travail. Voilà. Peut-être Anaïs, ça vous va comme présentation rapide, mais c'était pour redonner un peu de la théorie. Je suis parvenue au début, c'était peut-être une erreur de ma part. Et puis Sylvain, je vous redonne la parole après. Anaïs. Oui, ben pour nous. Non, moi, j'ai aucune prétention de savoir présenter mieux que les autres. Hein. Simplement, par rapport à la question des communs, je trouve que cette question des phases, là, pour moi, il y a vraiment un préalable qui fait vraiment écho à la question des communs, c'est-à-dire que le point de départ, c'est quand même que sur des territoires, il y a une volonté de dépasser une séparation entre des gens qui travaillent, qui sont capables, et des gens qui ne travaillent pas, qui ne sont pas capables, qui sont dans l'inactivité, qui sont inutiles. Et le premier pas dans Territoire Zéro Chômeur, avant les phases, les candidatures et tout ce qu'on voudra, le premier pas, c'est de se dire, en fait, il faut arrêter ça. Il n'y a pas des gens qui n'ont pas de travail parce qu'ils ne sont pas capables. On part du principe et on choisit collectivement de dire la production d'emploi, c'est notre responsabilité commune. Et donc, s'il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, eh ben, c'est parce que nous, collectivement, tous autant qu'on est, on n'arrive pas à produire suffisamment d'emplois. Et donc, le point de départ, pour moi, c'est quand même, et c'est très en phase avec votre question des communs. Pour moi, le premier commun que Territoire Zéro Chômeur crée, c'est de dire la production d'emploi, c'est notre affaire. S'il y a des gens qui ne travaillent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas assez ceci ou pas assez cela, c'est parce qu'en fait, on ne produit pas assez d'emplois pour tout le monde. Et donc, après, la reconnaissance, la mobilisation des capacités des personnes, reconnaître la validité de leur analyse aussi sur la privation d'emploi et se dire aussi c'est possible de faire autrement, ça part quand même de ce moment-là où on se dit sur des territoires, cette question-là de la production d'emploi, elle nous concerne tous. C'est ça notre commun. Moi, je pense qu'après, on peut décliner tout ce qu'on veut sur qui est à l'initiative, qui porte ci, mais s'il n'y a pas ce truc-là au départ, il n'y aura pas de Territoire Zéro Chômeur. Et ça, Sylvain, Amel, vous parlez donc de ce collectif un peu et de cette initiative de la collectivité, c'est vers ça que vous vous êtes tourné, c'est comme ça que vous l'avez approprié. Et comment vous abordez aujourd'hui ces chômeurs de longue durée et comment est-ce que vous travaillez avec eux, leur implication et leur intégration dans cette expérimentation? Mais, moi, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Anaïg. Dans notre programme électoral, on avait écrit qu'on porterait on avait écrit donc ça serait un point qu'on porterait dans la mandature. Et puis, mais ça veut dire qu'on avait déjà analysé au départ. Hein, on avait déjà analysé que effectivement, il y avait besoin de créer des nouveaux emplois. Il y avait besoin, le territoire, il y en avait des gens qui étaient privés d'emploi et qui avaient besoin
ils ne trouvaient pas de travail, ils ne trouvaient pas d'emploi adapté à leur capacité, à leur volonté, à leurs souhaits, et ainsi de suite. Donc ça, moi, j'avoue que ça. Alors après, comment on le met en place? Beaucoup de travail. Je vous dis, c'est beaucoup de travail. C'est une équipe, c'est au départ une équipe réduite et puis qui se construit avec des chefs de projet, avec des différents partenaires et tout, et qui travaillent, je dirais, quotidiennement dessus depuis maintenant plus de 2 ans. Voilà, après je peux développer, mais c'est pas, je pense que on va rentrer dans les détails, c'est pas ça c'est pas ça qui va apporter plus au débat. Je peux répondre à des questions directement, mais je pense que c'est plus effectivement une analyse du territoire, une volonté commune de tout le monde de sortir de ce fléau, hein, qui est la privation d'emploi, et de dire que ben, on a rencontré des gens nous, qui sont totalement extraordinaires, qui ont plein de compétences, qui apportent plein de choses et auxquelles on n'avait pas pensé du tout. Et on est, on est très, très bien. Moi, j'avoue que je vais vous raconter juste, c'est pas une anecdote, mais au départ, je recevais, moi, en mairie, des personnes privées d'emploi. Et c'est pas facile pour tout le monde de passer la porte de la mairie. Déjà, il faut imaginer ce que c'est que passer la porte de la mairie. Alors que la mairie, c'est la maison de tout le monde, mais c'est pas simple. Et je me suis retrouvé devant une personne que j'ai reçue et tout, qui avait 39 ans. Cette personne, il habite Mel, enfin, ainsi de suite et tout. Et au bout de 5 minutes, il m'expliquait, j'étais complètement décontenancé, je ne savais pas quoi lui dire. En fait, je me suis aperçu qu'il n'avait jamais réellement travaillé. Il a travaillé 2 jours, puis 3 jours, ça ne marche pas. Il était volontaire et tout. Et là, je me suis dit, ça me dépasse. C'est-à-dire, c'est au-delà de mes compétences. Moi, je peux entendre tout, mais c'est au-delà de mes compétences. Et à partir de là, on a fait appel à des professionnels aussi là-dessus. On a fait appel sur le territoire, on a fait appel à des professionnels pour nous aider, qui sont maintenant complètement impliqués avec nous, qui ont pris le projet et tout. Mais je crois que ce jour-là, ça m'a ouvert les yeux. Beaucoup plus que je prenais en dehors de mon mandat d'élu, ainsi de suite, j'ai pris une grande claque. Hein, et je me suis dit, mais voilà, voilà pourquoi on le fait. Si on l'a écrit dans notre programme, on va le porter, mais je pense que ça, c'est la meilleure des choses qui nous a porté. Voilà. Et ça fait ma transition, Sylvain, avec un peu Pardon, vas-y, excusez-moi. Allez-y. Mais je trouve ça super intéressant, ce qui est dit là, c'est-à-dire que moi, ce que je trouve dans la réflexion sur les communs, il y a aussi le fait que, bien sûr que c'est aussi les personnes privées d'emploi qui nous mobilisent. Heureusement que ce n'est pas que des professionnels, que nous qui allons les mobiliser. Évidemment qui nous mobilisent et que des expériences comme celle-là, où on est aussi interpellé par la force des gens, leur résistance, leur volonté qui est toujours là, parfois après des années, à pas aboutir. Et voilà, évidemment que ça, pour moi, ça fait aussi partie de ce qu'on a en commun. C'est-à-dire que dans un territoire zéro chômeur, à n'importe quel moment, hein, de l'aventure, pour reprendre le mot qui a été employé, il n'y a pas des pilotes et des bénéficiaires, entre guillemets. C'est-à-dire que vraiment, on n'y arrive pas toujours, hein. Je ne dis pas du tout que c'est simple. Et bien sûr que dans la vraie vie, c'est super compliqué. Moi, ça fait 7 ans que je suis engagée sur Villeurbanne. C'est une succession de galères. Mais la volonté et la réalité du projet, c'est que quand on arrive à faire des pas qui comptent, c'est parce qu'on les a fait en commun. Et moi, ça, je trouve que quand même, au bout de 7 ans, je trouve ça un peu dingue de regarder dans les rétroviseurs et de se dire, en fait, voilà, bien sûr que moi, c'est telle ou telle personne qui m'a mobilisée. Je suis parfaitement capable de dire à quel moment telle femme
dans le quartier au moment de la candidature, moi, m'a mobilisée et m'a dit, en fait, je sais exactement ce qu'elle m'a dit, à quel moment, pour me rebooster, et des moments comme ça, il y en a plein. Moi, je trouve que ces réciprocités-là, qui ont de l'espace dans Territoire Zéro Chômeur, ça fait aussi partie, enfin, pour moi, c'est aussi producteur de commun. Voilà. Et puis après, dans le livre, et peut-être qu'on y reviendra s'il y a des questions, mais on fait un pas de plus, y compris par rapport à la question du droit commun qu'on a évoqué tout à l'heure, voilà, en disant qu'on peut aussi tenter de montrer et de croire que l'emploi peut être traité comme un commun social sur les territoires. C'est encore un pas de plus. Mais dans le quotidien, ce commun-là, il est hyper concret. Et justement, une des deuxièmes choses que j'ai trouvée de manière transversale dans votre livre, c'est la prépondérance de la place du territoire, et surtout ce territoire qui vient structurer la façon dont on va réfléchir l'intervention des politiques publiques. Sylvain commençait à en parler juste avant sur comment l'équipe municipale, qui est d'un échelon extrêmement territorial, mais est allée chercher des acteurs qui ne sont pas toujours si connectés à cet échelon territorial, et est venu retravailler ce niveau local. On a souvent des politiques sociales qu'on décrit soit comme très centralisées, très hiérarchiques aussi, avec une compétence au niveau du département sur les questions sociales et parfois une vraie difficulté à faire atterrir autour de l'entité qui est pour le coup elle très humaine et très localisée. Comment est-ce que la mise en place notamment du comité local pour l'emploi, qui est donc qui est un des vrais outils en fait qui structure Territoire Zéro Chômeur, donc qui est le lieu qui rassemble les différents acteurs qui vont organiser l'expérimentation, suivre cette expérimentation. Sylvain, quand on a préparé cette conférence, vous me disiez les acteurs étaient déjà tous là, mais en fait peut-être ils ne se parlaient pas complètement, et le fait de devoir résoudre des problèmes, ça a fait qu'on s'est parlé, notamment avec Pôle emploi. Voilà, quel a été votre retour sur le fait de se redire on reprend le territoire comme étant l'échelon où on va se reparler et essayer de trouver des solutions ensemble? Alors, je vais être honnête avec vous, c'est que on a une vraie chance à Mel, c'est que dès le début, la directrice du Pôle emploi est une alliée pour nous. C'est-à-dire que moi j'ai eu la chance, même s'il y a un accord national entre TZ national et le Pôle emploi, on a eu la chance d'avoir nous une directrice du Pôle emploi qui, quand elle a su qu'on était élu et qu'on a pris les choses, on a commencé à travailler dessus, c'est elle qui nous a appelés en disant, elle a appelé le maire et elle m'a appelé moi en disant, Monsieur Griffo, maire, on est deux Sylvain, hein, Sylvain et Sylvain, donc je viens vous voir parce qu'il faut qu'on travaille ensemble. Ce n'est pas le cas de tous les territoires en France, loin de là, hein, je veux dire. Mais nous, on a eu cette chance-là. Donc, depuis le début, on a une vraie alliée avec la directrice du Pôle emploi ici. Mais il n'y a pas que le Pôle emploi. C'est difficile, nous, avec le département. C'est difficile avec... il a fallu... toutes les associations caritatives qui sont maintenant autour de la table, ils n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Ils apportent beaucoup de choses à la population, mais ils ne travaillaient pas ensemble. Déjà, les rassembler tous ensemble autour d'un projet comme celui-là et leur montrer que ça avait de l'intérêt pour eux aussi. Eh bien, ça a été, on a mis 6 mois. Voilà. Qui compose, oui, c'est extrêmement long. Et qui compose votre comité local pour l'emploi à ce stade à Amel? Alors, à Amel, on a 3 élus. 3 élus. On a le CCAS en plus. On a le Pôle emploi. On a un organisme qui s'appelle le comité de bassin de l'emploi du Mélois. On a la communauté de communes. On a le département, ils viennent pas, ainsi de suite. Le conseil, la région Nouvelle-Aquitaine qui vient régulièrement. On a les associations. Alors, 2 représentants des associations caritatives. J'entends par là la Croix-Rouge, l'Entraide protestante, les Restos du Cœur, le Secours populaire, le Secours catholique, etc.
Et on a deux PPDE, deux personnes privées d'emploi, qui sont là parce que ça c'était. Et puis qui sont hyper actifs. Hein. On a des chefs d'entreprise. Voilà, donc le comité local pour l'emploi, c'est en gros 25 personnes, quoi. Voilà, et il se réunit tous les mois. Le troisième, c'est nous, c'est institutionnel, c'est le troisième lundi du mois. Je veux dire, tous les mois, on se réunit et tout ça, et on invoque les projets. C'est le comité local pour l'emploi qui fait la proposition d'embauche à l'EBE, donc qui a reçu d'abord les PPDE, qui a fait les entretiens et tout ça, et après on passe la main, on dit au directeur de l'EBE, ben voilà, le premier du mois suivant, tu as Madame X qui embauche à l'EBE, elle travaille sur un temps choisi, elle veut travailler sur 18 heures, mettons, enfin, puisque c'est un choix, c'est du temps choisi. Elle travaille sur 18 heures et comme il y a plusieurs activités, elle a choisi de travailler sur le jardin solidaire. Voilà. Et On donc, va à partir de là. On va revenir sur le fonctionnement des EBE. Puis il y a 2 questions dans le chat sur ce point, donc je les note bien dans ma petite bagage. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue un peu sur cette dimension assez territoriale. Peut-être Pierre-Yves Vertine, de votre côté, justement, comment est-ce que vous voyez un peu cette place du territoire, peut-être de l'évaluation aussi des besoins, et comment elle vient structurer en fait cette démarche? C'est assez étonnant d'avoir une expérimentation qui se concentre sur normalement l'activité économique de l'entreprise à but d'emploi. Et en fait, on voit que la principale innovation, c'est vraiment cette dimension de comité local pour l'emploi. Enfin, du moins, c'est mon regard ensuite à la lecture de ce livre. Et pour vous donner la parole, j'ai même pris une petite citation dans le bouquin, comme ça, Anaïs, vous pourrez rebondir après Pierre-Yves Vertine sur cette même séquence, mais il est écrit que l'existence du comité local pour l'emploi, doté des attributions qui sont évoquées justement dans ce chapitre, et la dynamique territoriale déplace la responsabilité de la réussite du projet au niveau du territoire plutôt que de la circonscrire à l'entreprise de but d'emploi. Donc on voit bien la place de ce comité local pour l'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur la question du territoire, moi je pense c'est vraiment l'ancrage principal avec peut-être 2 remarques toutes simples. D'abord, on ne peut pas, mais c'est écrit comme tel dans le livre, je crois que c'est dans la citation que vous venez de on ne peut pas penser l'EBE en dehors d'une logique de territoire. C'est-à-dire que même si c'est une entreprise à but d'emploi, elle a vraiment cette caractéristique première, et ça la distingue au fond de toutes les autres formes, me semble-t-il, d'entreprise. Ensuite, c'est vrai qu'on a dans nos politiques publiques et les politiques d'emploi, depuis très longtemps, une vision très descendante du territoire. C'est-à-dire, le territoire, il est habituellement perçu comme étant le lieu où on va décliner des choix politiques faits à un autre niveau. Ici, c'est totalement inversé. C'est-à-dire, c'est le territoire qui est premier. Il est premier par rapport aux décisions qui pourraient venir de plus haut. Il est premier par rapport à l'EBE. Et au sein du territoire, l'élément central me paraît être le local de l'emploi. Donc ça, je crois que c'est vraiment une rupture. Alors, je voudrais juste apporter une petite précision, si vous voulez bien, précision de pur vocabulaire. Tout à l'heure, moi, j'ai répondu à la question de savoir si on était encore dans du droit commun. Pour nous, en tant que juristes, le droit commun, c'est ce qu'on oppose habituellement au droit spécial. Et jusqu'à présent, il y avait des droits spéciaux, des contrats spéciaux d'insertion, des contrats spéciaux d'insertion dans l'emploi ou d'insertion sociale. Et moi, je répondais à l'articulation en disant l'intérêt que je voyais, c'est qu'on était dans le droit du travail, dans un CDI. Sylvain Véret, mais c'est quand même du CDI. Je ne parlais pas de la question du commun. Je crois que c'est autre le commun. Et je pense que l'expérimentation, c'est ce qu'évoque à l'instant, c'est ce que je crois que c'est dans le chapitre 3, si je me souviens. L'emploi commun à construire avec tous, c'est ce que Anaïk vient
vient de rappeler, je pense que ça, c'est autre, enfin, je crois que c'est autre chose. C'est pas du tout une notion juridique, là, pour le coup. C'est vraiment une notion de la société. Voilà. Je le précise, hein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur commun, pas commun. Quand on emploie le mot commun, on ne réfère pas nécessairement à la question des communs au sens socio-philosophique du terme, on va dire ça comme ça. Alors, vraiment, le territoire, moi, ça me paraît être l'ancrage et quand même politiquement une version ascendante de la logique de territoire en matière de politique publique. Vraiment une version ascendante. Et l'expérimentation de ce point de vue-là, elle est spécialement intéressante parce qu'elle est en rupture avec ce qu'on dit habituellement de la logique territoriale. Alors, on le dit, mais parfois d'ailleurs, ça ne correspond pas à la réalité parce que les territoires sont parfois capables, dans d'autres domaines, de prendre l'ascendant, mais n'empêche, c'est vraiment l'ADN, j'ai presque envie de dire, de Territoire Zéro Chômeur, c'est le territoire, semble-t-il. Ah bah oui, c'est sûr que moi, je suis tout à fait d'accord et avec le droit commun et par rapport à la question du territoire, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'effectivement, les politiques publiques, elles sont construites sur le mode qu'on appelle souvent des silos et que les politiques territoriales, c'est des déclinaisons. C'est comme ça que fonctionnent quasiment toutes les politiques publiques. Et c'est vrai que ce qui, du coup, est dans Territoire Zéro Chômeur, d'ailleurs, dans la pratique, c'est pas du tout une évidence de transformer ça dans la vraie vie. Moi, je me souviens, au début du comité local à Villeurbanne, il y avait le comité local où Pôle emploi siégeait et où donc il y avait une totale transparence par rapport à ce qui était dit. Et puis, à côté du comité local, tous les pôles emploi des 10 territoires avec leur hiérarchie se retrouvaient à part entre pôles emploi, se disaient des trucs qu'on ne savait pas ce que c'était nous, sans aucun partage. Et c'est pas du tout simple, en fait. Enfin, il ne suffit pas de décréter un comité local pour l'emploi pour transformer la manière dont les politiques publiques fonctionnent, hein. Bien sûr qu'à côté, Pôle emploi fonctionnait selon sa verticalité habituelle et il ne suffit pas de venir une fois par mois à un comité local pour que tout ça se transforme, hein. Il faut être aussi conscient que c'est un processus, le territoire, ce n'est pas une réalité qui est... Mais cette question-là, elle est vraiment centrale. On part... Le territoire, c'est vraiment la matrice de la construction de Territoire Zéro Chômeur. Il n'y a pas de composition du comité local partout, toujours. En fait, le comité local, si c'est un comité local, il correspond à son territoire. Les membres du comité local, c'est des membres qui correspondent à la réalité du territoire. Alors bien sûr, il y en a qui sont tout le temps là, Pôle emploi, l'État ou la PREF ou je ne sais pas quoi. Mais sinon, dans sa composition, tout l'intérêt du comité local, c'est que sa composition, elle se dessine en fonction de la réalité du territoire. Territoire Zéro Chômeur, c'est un projet aussi qui part des besoins non couverts d'un territoire. Donc là encore, le territoire, c'est vraiment la matrice sur laquelle tout le reste se construit. Et puis ensuite, le territoire, c'est aussi, on pose le principe de non-concurrence. Nous, c'est vrai que dès le départ, sur mon territoire à Villeurbanne, mais il y en a d'autres qui l'ont fait aussi ailleurs, on s'est dit, le principe de non-concurrence, il faut se l'appliquer à tous les niveaux. Or, parmi les membres du comité local, bien sûr qu'il y a des concurrences ailleurs. Bien sûr qu'il y a des politiques publiques, bien sûr qu'il y a des concurrences pour les publics, pour je ne sais quoi. Je veux dire, la non-concurrence, ce n'est pas que pour les activités, ce n'est pas que pour les entreprises, hein. Bien sûr que dans les gens qui accompagnent les consultants, les je ne sais pas quoi, les associations, bien sûr qu'il y a des concurrences. Et donc, si on dit on travaille dans un principe de non-concurrence, ce n'est pas valable que pour les entreprises ou que pour les personnes privées d'emploi, c'est valable pour l'ensemble du territoire. Et donc, ça veut dire qu'au comité local, ces questions de concurrence-là, faut les travailler, il faut les reconnaître, il faut les travailler.
Et ce qui est valable pour les uns et doit être valable pour les autres aussi, sinon c'est pas juste. Et donc, c'est sûr que ces questions-là, elles sont à la fois très concrètes, très quotidiennes, et elles sont aussi très symboliques. Et c'est vachement important. C'est un peu ce qu'on essaye de montrer, je pense, aussi dans le livre. C'est-à-dire que il y a des enjeux éthiques qui se traduisent dans des réalités hyper concrètes du déploiement. Et Territoire zéro chômeur, bien sûr que c'est un projet entrepreneurial, parce que c'est un projet où il y a des entreprises à but d'emploi. D'ailleurs, moi, à titre personnel, j'ai énormément œuvré pour que les entreprises à but d'emploi n'aient pas un statut d'association, mais aient un statut d'entreprise. Donc, quasiment la totalité des entreprises à but d'emploi ont un statut associatif, mais il y a à Villeurbanne une entreprise à but d'emploi qui est une SAS avec un agrément ESUS. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà. Il y a à Thiers aussi une entreprise à but d'emploi qui a un statut d'entreprise. Et c'est un projet entrepreneurial. Mais ce projet entrepreneurial-là n'a de pertinence que si c'est d'abord un projet de territoire. Et le projet entrepreneurial, il est au service du projet de territoire et pas le contre. Enfin, et voilà, ce qu'on cherche à faire, c'est pas une entreprise à but d'emploi, c'est un territoire zéro chômeur. C'est ça la visée commune qu'on a, de faire des territoires zéro chômeur. Donc évidemment que cette question-là du territoire, elle modifie très profondément toutes nos manières de gouverner, les institutions publiques. Alors c'est pas toujours vrai, ni toujours sur tous les territoires, ni toujours sur un même territoire tout le temps, mais ça veut dire que les collectivités ne pilotent pas, par exemple. L'État ne pilote pas, la métropole ne pilote pas. C'est complètement une autre manière de venir soutenir une démarche collective et où chacun amène ses ressources au développement de cette action collective. C'est quand même radicalement différent et c'est pas du tout simple à faire, hein. Mais c'est quand même ça. C'est ça qui fait que qu'on est dans la dynamique dont on pense qu'elle permettra d'arriver à des territoires zéro chômeur. Et d'ailleurs, merci pour la transition sur l'entreprise à but d'emploi en tant que telle. On a pas mal de questions assez pratico-pratiques. Je vais les poser juste après sur comment ça fonctionne. Peut-être pour décrire un tout petit peu. Donc, l'entreprise à but d'emploi, c'est l'unité économique qui va héberger le contrat de travail, enfin, pour le dire même très simplement, et qui va structurer l'activité économique de l'entreprise. Comme vous le disiez, Anaïg, c'est quand même une entreprise avec un objectif d'activité économique. Et je pense que une personne mettait que le territoire n'est pas l'exclusivité de l'EBE. Je pense que c'est une certitude, ni même de territoire zéro chômeur. Et ça, c'est une certitude. Et dans l'économie sociale et solidaire, on a même de manière assez globale identifié une responsabilité territoriale de nos entreprises, parce qu'on voit que le territoire est une composante même de la pensée de l'activité de l'économie sociale et solidaire. Donc, je pense que c'est un point commun à beaucoup de choses, mais c'est vrai que le territoire a été pensé de manière un peu plus systémique, enfin, de manière très systémique dans Territoire zéro chômeur, et donc est venu au cœur du projet. Peut-être, Sylvain, quand vous avez monté, vous êtes en train de monter le BE à Mel, ou alors vous l'avez déjà monté, il me manque peut-être quelques éléments là-dessus, mais comment s'est passé finalement son implantation dans le tissu économique de manière extrêmement concrète. Et Pierre-Yves, je vous donne la parole juste après sur les EBE. Allez-y, Sylvain. Alors, nous, c'est en phase de mise en place, je veux dire, etc. Première des choses, il faut avoir un local, déjà, pour que ça ait une vraie place dans le territoire. Il faut déjà que ça ait une vraie place dans le territoire, donc en l'occurrence chez nous, sur la commune. Et puis, comme on a identifié les activités, c'est grâce aux personnes qui embauchent, hein, c'est elles qui ont décidé
qui ont décidé de ce qu'elles voulaient faire et ça avait du sens sur le territoire et tout. Et bien après, il y a du partenariat classique à faire. Je rejoins Anaïk, sur le fait que nous, on s'est mis en association au départ, mais l'idée, c'est de faire très vite une SIC. Hein, dans les 2 ans, on s'est donné, on veut Une passer en SIC. société coopérative d'intérêt collectif, donc une Voilà, coopérative qui est multipartenariale, dont les collectivités peuvent être partenaires, enfin peuvent être sociétaires. Pardon, je voilà. fais le petite note de l'auteur. Après, comment ça se passe on a eu après, c'est une entreprise, hein, je veux dire, soutenue certes par l'État, par le département, et ainsi de suite. Mais après, il faut trouver des financements, faut trouver des commandes. Enfin, c'est une vie entrepreneuriale, hein, mais avec des personnes qui ont choisi leur. Alors, on a une activité de recyclerie, ressourcerie, on fait du jardin de la cuisine solidaire. On fait aussi tout un pan qui s'appelle aide aux personnes et à l'entreprise. Et Donc le là-dedans, BE a été tout de suite bien perçu par les acteurs économiques. Ils n'ont pas eu un peu peur il n'y a pas de problème parce qu'on a déjà des commandes. Hein, donc, on a déjà des commandes. On a travaillé vraiment. Hein, on a travaillé avec le monde de l'entreprise depuis le début. Donc, on sait que il y a une possibilité ils font appel à nous. On a une commande, un engagement de la communauté de communes de nous demander sur les 3 premières années 30 000 € de prestations pour eux sur 30 000 € par an sur 3 ans. On a déjà un engagement signé, etc. Donc, on part pas dans l'inconnu non plus. Et puis, on a la chance d'avoir le directeur qu'on a embauché, c'est quelqu'un qui a reconnu travailleur handicapé. Donc, en plus, c'est intéressant parce que ça montre aussi que ces personnes RQTH ont toute leur place dans le BE, bien sûr. Et c'est un ancien chef d'entreprise. Il avait 160 salariés, et ainsi de suite. Donc, on a un vrai chef d'entreprise qui est là, qui a complètement compris l'expérimentation. La chance aussi je voudrais ajouter par rapport à ce qui a été dit depuis le début, c'est que à territoire zéro chômeur, il y a un autre droit qu'il faut admettre. C'est un droit pour tous, certes, mais qui est pas c'est le droit à la formation. Et tes aides organisent des formations et pour les équipes projets, et pour les directeurs, et pour les salariés, ainsi de suite. Il existe des cycles de formation. Et ça, c'est important. Et entre autres, on parlait du Pôle emploi tout à l'heure. Eh ben, avant qu'ils embauchent dans le BE, les PPDE, eh ben, Pôle emploi met en place, il y a de l'argent pour ça, il y a des dispositifs et tout, met en place des financements pour qu'ils puissent se former à ce qu'ils auront besoin aussi dans le cadre de de la cuisine solidaire. Ça nécessite de faire de la cuisine, ça nécessite un certain nombre de qualités, de compétences. Voilà, donc ça marche comme ça. Merci beaucoup. On commence à être un peu juste en temps, donc je vais accélérer un tout petit peu sur la fin pour qu'on ait un temps d'échange. Même si j'essaie de relayer les questions qui arrivent. Pierre-Yves Daquin, justement, la question, c'est un peu, je reviens au début, mais en fait, tout est autour de ça aussi. Le BE est-elle vraiment un espace d'accès au droit commun? Il y a plusieurs questions là-dessus, par ailleurs, qui nous sont posées. Mais à partir du moment où déjà, moi, je pose cette question, mais il y a un temps choisi. Est-ce que le temps choisi, c'est une façon d'organiser le droit commun ou au contraire? Est-ce que c'est un espace de temps court, c'est-à-dire est-ce que les salariés arrivent là-dedans pour repartir comme dans le reste de l'insertion où on est plutôt sur le développement d'une activité économique de long terme? Je crois que la troisième question, est-il possible de travailler moins de 24 heures en EDE, qui serait le minimum de temps partiel? Voilà, quelques petites questions techniques, mais aussi qui vont sur le fond, en fait, et qui posent cette question de qu'est-ce qu'on veut appeler maintenant le droit commun dans une EDE? Oui, alors je vais répondre, essayer de répondre, donner des éléments de réponse aux différentes questions. Est-ce que on imagine l'emploi en EDE comme un emploi de transition? A priori, non. Sauf que ce ne serait pas très malin de l'exclure. La seule différence, et je crois la grande différence entre, par exemple,
territoire zéro chômeur et d'autres modes de c'est que précisément le retour dans un emploi, entre guillemets, dans une entreprise qui ne serait pas une MBE, ou le changement d'emploi, n'est pas posé comme un objectif. C'est-à-dire qu'il intervient à un moment donné, pendant le processus d'entrée d'ailleurs, c'est ce qui se passe d'ailleurs même dans les préfigurations, avant même que le territoire soit habilité, et il y a des gens qui passent dans le mécanisme qu'évoquait tout à l'heure Sylvain, et qui sortent parce qu'ils y ont trouvé des opportunités, parce qu'ils ont pris confiance en eux-mêmes, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils ont bénéficié du programme de préparation à la création d'un territoire ou à la reconnaissance des territoires. Puis les gens sont majeurs et vaccinés, ils s'expriment et ils trouvent un autre emploi et ils quittent effectivement le processus pour aller vers une entreprise d'un autre type, peu importe. On a plein d'exemples de ce type-là. Ensuite, est-ce que, mais je le répète, c'est pas l'objectif, c'est-à-dire le BE n'est pas un passage, en tout cas dans l'idée que je m'en fais, n'est pas un passage vers autre chose. Il ne peut pas posé comme ça d'emblée. Deuxième chose, est-ce qu'on peut vraiment parler de droit commun? Alors, on va parler, je pense qu'on peut parler de droit commun, mais en revanche, dans la pratique, évidemment, la non-sélection à l'entrée, l'entreprise, enfin, le temps partiel choisi en quelque sorte, tout ça détonne par rapport au modèle traditionnel du droit commun du travail dans l'entreprise, j'ai presque envie de dire classique. C'est vrai. Mais le droit et les règles de droit sont celles du droit commun, elles sont posées comme étant celles du droit commun. Ce qui me permet de répondre à la question qui était posée sur le temps partiel. C'est vrai que dans le droit commun, précisément, un contrat de travail à temps partiel ne peut pas faire moins de 24 heures. Hein, c'est un texte il y a quelques années maintenant. Mais le Code du travail prévoit, même dans ce cas-là, des dérogations. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Et donc, on est dans le cadre des dérogations. Et d'une certaine façon, ce n'est pas parce qu'on applique une dérogation qu'on sort du droit commun. Mais je suis bien d'accord pour dire que les règles de droit sont celles du droit commun. Maintenant, la pratique tient compte véritablement de la philosophie, on peut dire ça comme ça, de ce que c'est qu'une BE et de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Je ne sais pas si j'avais repéré d'autres. Si, non, parfait. Et peut-être dernière question avant d'ouvrir un peu l'échange, et puis j'aurai quelques éléments à vous faire rebondir à la fin de cet échange. Mais excuse-moi, Marthe. Oui, justement. Je voudrais juste, pardon. J'allais justement vous passer la parole. C'est hyper dur en fait de prendre la parole sur la visio. Ouais, je sais bien. Déjà, vous pouvez rebondir à ce qui a été dit. En plus, je sais que Anaïs, vous avez dans ce livre mis beaucoup d'attention sur, et le BE est un exemple aussi d'essayer de changer la façon dont on compte. Et je pense que voilà, je voulais aussi vous interroger là-dessus, comment on avance sur ce point. Et quand je dis qu'on change la façon dont on compte, c'est que parfois on est juste sur un calcul économique de base. Comment le BE, elle permet justement de changer ça et d'essayer d'aller réfléchir, et même peut-être toute cette expérimentation d'ailleurs, de réfléchir complètement différemment l'intervention économique au service du social. Mais vous pouvez aussi répondre à la question. Ouais, allez-y. Je vais faire juste un petit détour parce qu'il y a plusieurs choses que je trouve intéressantes par rapport à ce qu'on se dit là. D'abord, pour moi, c'est tout à fait clair, et pas que pour moi, hein, dans les textes, c'est tout à fait clair. L'entreprise à but d'emploi, ce n'est pas un SAS. On signe un CDI de droit commun et on est dans une logique d'évolution professionnelle comme dans n'importe quel CDI de droit commun. C'est-à-dire que moi, demain, je signe un CDI. Si je veux quitter ma boîte au bout de 18 mois, je peux choisir de vouloir la quitter. Après, il faut pouvoir. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, la question du départ de l'EBE, elle est à la discrétion du salarié. Alors, elle est à la discrétion de l'employeur dans les cas de licenciement. Ça, c'est un autre sujet, on pourrait en parler, parce que c'est aussi un sujet intéressant dans les EBE. Mais en tout cas,
dans la logique de ça, c'est d'évolution professionnelle. Pour moi, on est très proche d'un droit commun. Après, bien sûr qu'il y a il y a énormément, du coup, d'actions et aussi de réflexion et d'innovation sur aussi comment les salariés peuvent monter en compétences dans les domaines qui les intéressent pour pouvoir activer ce choix-là qu'ils ont d'aller travailler ailleurs s'ils le souhaitent, et pour pouvoir activer le choix qu'ils ont d'être encore plus utiles à leur entreprise à but d'emploi s'ils veulent y rester. Enfin, pour moi, cette question-là, elle est complètement limpide. C'est-à-dire qu'une entreprise, comme toute entreprise, bien sûr que, elle a intérêt à ce que ses salariés soient bien, développent des compétences, s'ils veulent rester dans l'entreprise ou s'ils décident d'aller ailleurs. Ça, après, c'est la question du salarié. Et moi, ce qui est vraiment très important, et on en parle beaucoup dans le livre, mais c'est qu'une entreprise à but d'emploi, c'est pas une entreprise à but d'emploi quel qu'il soit. C'est une entreprise à but d'emploi soutenable. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que si c'est pour réimporter dans l'entreprise à but d'emploi tout ce qui fait qu'on a une crise du travail aujourd'hui, parce que c'est ça, territoire zéro chômeur, c'est de dire on a une crise de l'emploi, parce qu'il y a du chômage, mais on a aussi une crise du travail, parce qu'il y a un nombre de gens dingues qui sont hyper malheureux au travail. Et donc, voilà, le stress, les temps partiels subis, la perte de sens, des managements qui produisent de l'humiliation. Évidemment que l'enjeu, c'est pas de réimporter ça dans les entreprises à but d'emploi. Les entreprises à but d'emploi, c'est des entreprises à but d'emploi soutenables dans lesquelles on peut tenir dans l'emploi. Et on peut tenir dans l'emploi en étant bien. C'est ça quand même. Et donc pour moi, ça, c'est super important. Et donc ça rejoint la question là qui est posée sur la question de la performance. Mais ça c'est un point vital. Si on n'a pas ça, on est à côté de la plaque par rapport à l'expérimentation. L'emploi décent, l'emploi soutenable, on peut l'appeler de manière... mais en tout cas, c'est ça la visée. Ça c'est clair. Et ce qu'on constate aussi, à la fois, ce qu'on commence à constater, parce que ça fait quand même que 5 ans qu'on a commencé dans les premiers territoires, et ce que nous, on espère aussi beaucoup avec Jean-Christophe, avec qui j'ai coécrit le livre, c'est que, bien sûr que dans les territoires, si on n'a que des EBE, on ne fera jamais des territoires zéro chômeur. Bien sûr que l'espoir et l'ambition, c'est de dire ce qui se passe dans les EBE, ça va aussi se déployer dans de l'emploi public et dans de l'emploi privé sur les territoires, et que cette question-là de l'emploi soutenable, ça va aussi devenir une question partagée. Moi, je rencontre quand même beaucoup d'entreprises depuis très longtemps dans mon boulot, de gens qui sont aussi d'employeurs et de chefs d'entreprise qui sont aussi... qui se sentent très en échec de ne pas parvenir à garder des salariés, de ne pas parvenir à embaucher des personnes du quartier à côté de chez elles parce que les gens n'arrivent pas à tenir dans l'emploi, ou parce que les modes de recrutement font que c'est jamais ceux-là qui sont recrutés. Enfin, tout ça, ça fait aussi partie des réalités des territoires, hein. Donc pour moi, ça, c'est quand même un truc, il faut quand même se dire, les entreprises à but d'emploi et territoires zéro chômeur, c'est pour produire de l'emploi décent et de l'emploi soutenable. Et donc, du coup, la question qui m'est posée, et je vais répondre assez vite, je pourrais y revenir plus, mais c'est sûr que du coup, ça veut dire aussi que reconnaître que la performance économique n'est réelle que si elle est aussi sociale, environnementale, et que du coup, il faut quand même modifier un peu nos outils de mesure, quoi. Sinon, ça ne va pas le faire. Donc moi, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais il y a des territoires qui ont énormément exploré la question de la comptabilité. Les comptabilités CARE, il y a Daniel Le Guillou et Denis Pro Prost qui ont écrit un livre qui s'appelle Zéro chômeur et qui explique très bien ça. Zéro chômeur, mobilisez votre territoire pour l'emploi, et qui explique ça beaucoup mieux que moi. Je vous renvoie. Mais
Mais c'est sûr que si on a une économie qui ne considère que le chiffre d'affaires et les résultats d'exploitation en bas du tableau, il nous manque tout un pan de la réalité d'une entreprise à but d'emploi et d'un territoire zéro chômeur. Ça va de soi, quoi. Alors après, ça va pas de soi de le faire en vrai, mais le principe de dire c'est hyper compliqué à faire, hein, et d'ailleurs, il y a encore énormément de discussions, d'échanges, parfois de débats aussi entre des pratiques qui sont très différentes dans les territoires, entre aussi des acteurs de l'expérimentation qui n'ont pas tous ni la même expérience de l'entreprise, ni la même vision de ce qu'est un emploi soutenable. Enfin, évidemment que par rapport à ça, moi, je n'ai pas du tout la prétention de dire que l'unanimité est faite et que tout. Bien sûr que non. L'intérêt, et c'est aussi pour ça que des livres comme le nôtre, c'est de porter au débat et d'essayer de dire, mais finalement, si on défend l'emploi soutenable, concrètement, dans la vie de l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Et comment on fait? Et évidemment que c'est forcément utiliser des indicateurs et regarder les réalités avec d'autres lunettes. Et ça va même au-delà de ça, parce que même pour reprendre, on est un peu à la fin de cet échange, cette grosse partie de l'échange, au début du livre, il y a même une incitation à même penser de manière générale, à repenser les équilibres coûts et avantages de l'ensemble de la façon dont on traite notre société, des questions sociales aux questions des politiques publiques, en passant même par la comptabilité d'une propre entreprise. Donc on voit qu'il y a une sorte de changement de paradigme qui est proposé, qui n'est pas exclusif de Territoire zéro chômeur, mais que Territoire zéro chômeur pose. Peut-être pour, je laisserai chacun des intervenants. Mais pardon, juste une chose, en amont de toutes les expérimentations, j'en ai vraiment pour 1 minute. Ça, c'est aussi au fondement de Territoire zéro chômeur, c'est-à-dire qu'en 2013, il y a une étude qui a été faite pour essayer de mesurer le coût du chômage, et évidemment que l'enjeu, c'était du coup de faire ça, c'est-à-dire de mesurer dans les performances cachées, les coûts évités. Il ne suffisait pas d'additionner du RSA, et que évidemment l'enjeu, c'était de dire, mais finalement, qu'est-ce que le chômage coûte à notre société et à notre collectivité dans son ensemble. Donc en fait, dès en amont des expérimentations, et cette question-là, elle est posée. Si elle a été posée au niveau de la société, évidemment qu'elle est posée au niveau du territoire, et évidemment qu'elle doit être posée aussi au niveau de l'entreprise. Il y a un enjeu de cohérence dans tout ça. Tout à fait. Merci. J'ai encore des questions pour vous en réserve, mais je voulais savoir si plusieurs dans la conférence avaient également des questions. Alors, j'en ai une première. Comment articuler le BE et les autres solutions proposées au PPDE par le comité local pour l'emploi dans le cadre de l'expérimentation? Le BE n'a-t-elle pas tendance à vampiriser le reste? Donc l'articulation des dispositifs. Est-ce qu'il y a d'autres? On va essayer de prendre 4-5 questions et je vous laisserai y répondre, et j'en rajouterai, je pense, au moins une. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous n'êtes pas à l'aise à l'écrit, vous n'hésitez pas à peut-être lever la main et vous exprimer. N'oubliez pas de vous présenter aussi dans ce cas-là, qu'on puisse savoir à qui on a affaire. Alors, pour lever la main, c'est pas très difficile, c'est juste à côté du petit signe chat, une petite main, et ça me permet de voir qui souhaite prendre la parole. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Alors, juste la question sur pendant que vous réfléchissez, la question qui était posée, c'est... Ouais, je vais essayer de prendre plusieurs questions. J'ai cru qu'il fallait qu'on sur la question d'est-ce que le BE vampirise le reste. Okay. Non, on va en prendre plusieurs, comme ça va vous permettre de répondre. Parce que si j'en prends une et que je laisse répondre, on a fini le temps de cette réunion, ça vous permettra de vous répartir. Voilà, donc je sais pas, c'est pas une question qui a été, c'est un commentaire. Est-ce que donc quelqu'un veut prendre la parole? Pas du tout.
Bon, bah, n'hésitez pas à continuer à poser dans le chat. Donc, Anaïg, allez-y pour répondre à cette question. Et ça en suscitera peut-être d'autres par écrit dans ce cas-là. Alors non, est-ce que le BE vampirise le reste? Moi, j'ai envie de dire, si le territoire et le comité local pour l'emploi fonctionnent sur une logique d'assumer collectivement la non-concurrence, eh ben, ça vampirise pas le reste. Et ensuite, donc ça, c'est d'assumer collectivement la non-concurrence, et deux, aussi d'assumer collectivement la question du choix des personnes. Parce que ça, c'est quand même aussi au cœur de l'expérimentation, cette question-là du choix et de la validité aussi du choix des personnes. Si ces deux trucs-là sont travaillés collectivement et assumés, ben, il n'y a plus de vampires. Après, il y a eu aussi, et c'est ça l'intérêt de l'expérimentation, au fur et à mesure où des situations se sont présentées de manière très concrète sur les territoires, quand on sentait qu'il y avait des blocages, par exemple entre une entreprise à but d'emploi et un parcours d'insertion, est-ce que quand on est dans un parcours d'insertion, on est privé d'emploi? Est-ce qu'il faut qu'on attende 1 an si on veut rentrer dans une entreprise à but d'emploi? Ou si on est dans une entreprise d'emploi et qu'à côté, il y a une entreprise d'insertion qui a un métier qui intéresse la personne et qui pourrait être formateur, comment on articule ça? En fait, les règles se sont aussi définies à partir des situations. Et moi, c'est aussi pour ça que je trouve que dans Territoire Zéro Chômeur, c'est aussi les personnes privées d'emploi et la manière qu'elles ont de prendre position, parce qu'elles ont l'espace pour le faire, qui amène les questions et qui fait que collectivement, on scoltine les questions. Voilà, moi, ce que j'ai envie de répondre à ça. Deuxième question, et là je vous la pose peut-être plutôt à vous et Sylvain d'ailleurs, mais est-ce qu'on peut envisager d'avoir des territoires contigus en TZ-CLD? Et après, Pierre-Yves, je vous poserai un peu la question, et Anaïs, n'hésitez pas aussi à y répondre sur la deuxième question. Elles apportent finalement, là on parle un peu de vos différentes prises de parole, mais elles apportent un témoignage de ce que peut être un droit d'obtenir un emploi qui s'opposerait à un droit à l'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, peut-être Sylvain déjà aussi sur la position aussi de l'association TZ que je ne connais pas du tout sur justement ces territoires contigus en TZ. Pardon, je raccourcis TZ-TLD, mais je ferais mieux de le dire en entier, ça améliorerait mon institut. Non, je pense que ce que je peux vous dire, c'est que l'association, il n'y a pas la volonté de l'association. L'association nationale n'est pas là pour faire descendre un système. C'est vraiment le territoire local qui met en place sa politique, qui met en place les choses sur son territoire. Et ça ne tombe pas de l'association nationale qui impose un schéma, on va dire. Ça, c'est vraiment une volonté, ainsi de suite. C'est vraiment une volonté de l'association nationale. C'est qu'on n'est pas là pour imposer un schéma. Chaque territoire a son histoire, connaît son public, connaît son territoire. Et donc, l'histoire est différente à Émergent, à Villeurbanne, que ce qui se passe chez nous, et ce qui se passe à Thiers ou à Los-les-Lilles, ainsi de suite, et puis dans chaque territoire différent. C'est vraiment localement que tout que cette symbiose doit se faire. Vraiment, je pense là-dessus. Voilà, après. Si les deux territoires contigus veulent monter chacune une expérimentation et qu'elle est pertinente parce qu'elle a été organisée, structurée, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et puis, n'oublions pas qu'aujourd'hui, on est sur une volonté d'extension. Il y a aujourd'hui sur le territoire 48 territoires habilités. Hein. Il y en a 11 qui sont à l'étude en ce moment sur en attente d'habilitation. Et il y a 130 territoires qui se mobilisent, qui travaillent pour à terme, si possible, devenir territoire. Et n'oublions pas que la loi,
Nous, on travaille déjà sur, je ne devrais pas dire ça, mais la troisième loi, c'est-à-dire que ça soit pas ça soit plus une expérimentation, mais ça soit un vrai droit à l'échelle nationale. Hein, que ça soit plus une expérimentation, on passe la phase de l'expérimentation, mais que ça soit la norme. Merci. Alors C'est moi, vrai par que rapport à la question des territoires, je suis en métropole de Lyon et aujourd'hui, il y avait un territoire dans un quartier à Villeurbanne qui s'appelle Saint-Jean. Aujourd'hui, il y a eu un territoire dans le 8e arrondissement de Lyon qui est juste à côté. Il y a un territoire sur la commune de Saint-Fond. Il y a un territoire aussi sur un deuxième quartier de Villeurbanne qui s'appelle Les Brosses, qui est juste en dessous de Saint-Jean et qui est quasiment, pas tout à fait exactement, mais quasiment contigu. Voilà, donc c'est sûr que l'expérimentation, elle nous amène aussi dans des situations où il faut se reposer les questions et se redire, quand on n'a qu'une seule entreprise à but d'emploi sur la métropole de Lyon, en fait, c'est pas pareil que quand on en a 5. Et comment on fait et comment on organise à la fois pour que chaque territoire soit vraiment un territoire zéro chômeur. Et c'est exactement ce que dit Sylvain, c'est-à-dire que chacun a son comité local pour l'emploi, chacun est dans la relation aussi avec les habitants du quartier. Et en même temps, comment collectivement on va dans le même sens, comment on s'applique entre nous aussi des principes de non-concurrence, de coopération, et puis comment c'est une ressource aussi énorme. C'est-à-dire que nous, à Villeurbanne-Saint-Jean, on s'est rendu compte que pour certaines personnes durablement privées d'emploi, c'était super difficile. Notamment, il se trouve que c'était beaucoup des jeunes, mais c'était super difficile de travailler dans son quartier. Voilà, quand on a foutu un peu la merde dans son quartier pendant plusieurs années, c'est pas forcément facile de travailler avec les voisins. Et qu'en fait, d'avoir plusieurs territoires et plusieurs EBE, ça ouvre aussi des possibilités de se dire, peut-être que... alors, on est dans une réflexion de savoir comment on va faire, mais en tout cas, de se dire peut-être qu'on peut aussi faire des jumelages entre territoires pour se dire, en fait, si on sent qu'avec certains, tenir dans l'emploi sur son territoire, en fait, c'est trop compliqué pour des bonnes raisons, peut-être qu'on peut tenir dans l'emploi sur un territoire proche. Enfin, ça ouvre aussi plein d'opportunités. Moi, je voudrais une chose vite fait, c'est que, attention, on est quand même confronté au découpage administratif français. C'est-à-dire que vous savez que les départements sont sont partenaires, enfin, de par la loi, sont très impliqués dans l'expérimentation et tout. Et nous, sur le territoire des Deux-Sèvres, on a Mauléon avec nous. Mais Mauléon, c'est à 100 km de Melle, en fait. Mauléon, c'est le nord des Deux-Sèvres, nous, on est plein sud. Et il y a 100 km, on est dans le même département, mais on a des territoires qui sont dans un autre département qui s'appelle la Vienne, et qui sont beaucoup plus proches géographiquement que nous. Donc, même si on est tenu de travailler, on travaille avec Mauléon, bien sûr, on a des relations avec nos collègues de Mauléon, ainsi de suite, mais on est beaucoup plus proche, en fait, de ce qui se passe à Poitiers ou ce qui se passe. Et les relations sont comme. Là, je rejoins Anaïk, hein, c'est-à-dire que les relations de voisinage, entre guillemets, sachant que on est dans le territoire. Moi, je suis pas dans. On est dans un territoire rural, hein. On est dans la campagne ici, on n'est pas comme dans une métropole comme à Lyon. Mais on a aussi la contrainte, un des problèmes pour les territoires aussi, c'est aussi la contrainte des découpages administratifs. Tout à fait. Qui arrive là-dessus, et puis aussi sur l'autre question, droit d'emploi, droit d'obtenir un emploi, des droits à l'emploi, qui est la référence directe à la Constitution. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut, ça n'appelle pas de réponse, hein, c'est la remarque de la personne, dire elles apportent un témoignage de ce que peut un droit d'obtenir un emploi contre un droit à l'emploi, enfin, versus droit à l'emploi. En fait, ce qui est très marquant, me semble-t-il, dans l'expérimentation, c'est que ce sont vraiment des lieux d'invention. Je trouve qu'il vient d'en avoir un exemple. Il faut inventer des solutions aux problèmes tels qu'on les découvre au fur et à mesure.
Et ça, ça résulte du fait qu'on parle de ce qui se passe sur les terrains. Et l'invention, elle se joue aussi au niveau plus intellectuel. Ça, on n'a pas encore vraiment fait le bilan. Par exemple, pour que le droit d'obtenir un emploi soit bien dégagé du droit à l'emploi, il faut continuer à réfléchir sur cette question-là. Il faut sortir de la pensée par slogan. Et je trouve que quelque part, le fait qu'on parte des terrains et des difficultés propres au terrain, eh ben ça empêche de penser par slogan. C'est très important de le dire. Et puis il y a autre chose aussi, c'est sur la question qui avait relative à la concurrence. Mais je crois que c'est Anaïs qui a répondu à cela. C'est-à-dire que on sent bien sur ces questions de concurrence très difficiles, que ce soit de la concurrence par rapport aux artisans locaux, que ce soit aux peurs que le BE peut générer, par exemple, chez les artisans locaux, parce que certaines activités sont à la marge, à la limite de l'activité économique traditionnelle du quartier ou du territoire. En fait, ce qui va faire que cette concurrence soit bien pensée et bien gérée, concurrence aussi d'ailleurs avec les autres institutions de l'insertion par l'activité économique, il ne faut pas se voiler la face, ben, c'est que le CLE fonctionne bien. Je pense que il faut qu'il y ait une vraie dynamique au sein des CLE avec une présence des différents acteurs du quartier au sein de ce CLE. Je crois que la vraie garantie de permettre de gérer correctement ces interrogations bien réelles sur la concurrence, il ne faut pas se voiler la face, c'est pas facile. C'est avoir un CLE qui joue pleinement son rôle et qui soit composé de façon, il se compose de façon intelligente, mais très emprise sur le territoire là aussi. C'est-à-dire que on n'arrête pas de parler de territoire, mais je crois que là c'est vraiment, c'est vrai. Il y avait une remarque de chat de quelqu'un qui disait oui, mais les SIAE aussi considèrent que le territoire c'est un point d'ancrage. Évidemment que c'est comme ça. Mais ici, il me semble que pour Territoire zéro chômeur, le territoire c'est un peu l'alpha et l'oméga. C'est le point de départ et c'est ça qui va faire qu'un CLE, qu'un comité local de l'emploi fonctionne bien ou pas, c'est qu'il soit très représentatif du territoire dans lequel il est installé. Moi. Merci beaucoup. Il est 19h59. Peut-être Anaïg, si vous avez un peu un mot de la fin, il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées. Ça a été mis dans le chat aussi, les questions d'évaluation. Moi, je voulais aussi vous poser les questions sur le rapport à la crise du travail. Est-ce que ça peut y contribuer? Voilà, on pourrait faire, je pense, 6 heures de conférences sur Territoire zéro chômeur. On n'aurait pas fini. Mais peut-être Anaïg, peut-être un message à envoyer à la fin de cette conférence sur cet ouvrage. Bah, il y aurait 1000 choses à dire, c'est vrai, mais peut-être une chose quand même qui pour moi compte, c'est que moi j'ai beaucoup ces dernières années été interpellée par des questions de faire participer les personnes aux politiques publiques qui les concernent. J'ai entendu ça des millions de fois, ce que je trouve moi hyper libérateur et tellement passionnant dans Territoire zéro chômeur, c'est qu'en fait les personnes en situation d'exclusion sociale, elles contribuent. On n'est pas dans les faire participer, les je sais pas quoi, voilà. On est dans des contributions qui sont de niveau, de type, pas de niveau, mais très concrètes, au niveau de l'analyse, au niveau de la construction du projet, au niveau de la mobilisation de son voisin, du fils de sa voisine, enfin voilà, des contributions de type vraiment très diversifié. Et donc ça, les personnes contribuent. Elles contribuent pas aux politiques publiques qui les concernent. En fait, pourquoi on définit un périmètre comme ça sur lequel il devrait y avoir de la participation? Mais non, en fait, elles contribuent à ce qui nous concerne nous tous. Et pour moi, ça, c'est quand même...
c'est énorme en fait de se dire ça. Et ce qui est encore plus énorme, c'est que cette question-là qu'on appelle le pouvoir d'agir ou je sais pas quoi, il n'est pas vrai que pour les personnes privées d'emploi, on rencontre plein de professionnels qui nous disent: «Oh là là, mais en fait, moi, depuis des années, je bosse, je sais pas moi, sur l'accompagnement à l'emploi. Je pensais qu'avec certaines personnes et ben, en fait, c'était foutu». Ou je pensais que moi, j'étais pas assez capable ou que je savais pas faire ou que et en fait, avec Territoire zéro chômeur et ben, il y a aussi des professionnels qui regagnent des capacités à faire, des capacités à inventer, des capacités à réfléchir autrement et on a on a des territoires entiers, mais même, Pôle emploi sur Villeurbanne, pendant les 3 premières années, ils nous ont dit: «Mais nous, on ne peut pas faire une permanence sur le quartier». Bon, bah, en fait, on n'a pas lâché le morceau. Finalement, ils ont fait une permanence sur le quartier et aujourd'hui, ils font des permanences dans tous les quartiers politiques de la ville, de la commune. Donc il y a aussi des institutions qui regagnent, des capacités à faire, et des capacités à oser, essayer des choses et ça, moi, je trouve que ça va bien au-delà, de la visée aussi de Territoire zéro chômeur. Moi, je pense que ça, c'est vraiment dans l'intérêt du bien commun pour le territoire, de faire ça et c'est vrai que moi, si, si malgré, les innombrables emmerdements, qu'on traverse avec ce projet, j'y mets encore, tellement d'énergie, tellement d'espoir, tellement de joie aussi, tellement de plaisir, à m'engager, avec ce projet-là, c'est pour ça en fait. C'est parce que tous autant qu'on est, on sent que grâce à cette expérimentation, ben, en fait, notre périmètre de se dire: «C'est possible», en fait, on peut agir, c'est possible et ben, il est bien plus vaste et ça franchement, enfin pour moi, c'est ce qui compte le plus, quoi. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous d'être restés. C'est assez frustrant. J'aurais bien encore développé plein de choses. Mais cet échange et cette conférence fera l'objet d'un replay, je vais y arriver, qui sera disponible dans les jours qui viennent. Je ne sais pas exactement encore quand. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi, d'avoir posé des questions. Et je vous souhaite une très belle soirée et à très vite pour poursuivre. Et n'hésitez pas à vous procurer donc cet ouvrage qui est orange, juste ici. Des éditions des Petits Matins, collection Les Mondes en Transition, et en partenariat avec l'édition d'ATT Carbone. Voilà, bonne soirée à tous et à toutes, et merci Pierre-Yves et Sylvain pour vos apports. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.